Il y a un truc qui m'a toujours sidéré sur YouTube, c'est que tout le monde fait ses vidéos à l'envers. À part les gros youtubeurs, mais eux ils parlent rarement de leur process. Et donc dans cet épisode, on va vous dévoiler toutes les étapes, dans le bon ordre surtout, pour créer une bonne vidéo YouTube et se donner un maximum de chances qu'elle cartonne. Et on en profitera pour vous donner toutes les bonnes pratiques pour que vous puissiez faire des vidéos comme les pros du YouTube Game. C'est quoi la première étape quand on veut créer une vidéo YouTube? Eh ben, la première étape, c'est de ne pas créer la vidéo YouTube tout de suite. La première étape, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui va faire que les gens vont s'intéresser à cette vidéo. Et donc, concrètement, en langage YouTube, ça veut dire trouver un titre avant toute chose, éventuellement avoir une idée de la miniature. Mais trouver un titre et une miniature, c'est primordial parce qu'en fait, de là va découler tout le reste de votre processus de création. Et c'est vraiment l'erreur qu'on voit le plus, c'est des personnes qui disent « je veux parler de ce sujet-là, je vais écrire ma vidéo sur le sujet, et puis je trouverai un titre et une miniature un peu plus tard ». Sauf qu'après, vous êtes coincé et vous allez avoir des titres et des miniatures qui vont être nazes et qui vont pas être très intéressants. Et c'est souvent ça la raison principale qui fait que vos vidéos marchent pas. Alors, tu vois, moi je vais pas être d'accord avec toi. Pour une fois. Et on commence direct cet épisode sur « je suis pas d'accord avec toi ». Alors, je suis pas d'accord, pas totalement. Alors, quand j'accompagnais des personnes, effectivement, le titre et la miniature, pour moi, c'est important. Mais souvent, l'erreur que les personnes faisaient, c'est de se dire « ok, j'ai cette idée, je veux la faire ». Et en fait, comme dans beaucoup de choses, je trouve que c'est pas comme ça qu'il faut commencer. C'est pas avec une idée. Pour moi, la base, en tout cas, quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, et même, je pense, quelqu'un qui est déjà installé sur YouTube, c'est peut-être d'avoir plusieurs idées, mais vraiment, peut-être une dizaine d'idées, et se poser sur chaque idée, s'arrêter sur chaque idée, chaque sujet, et se dire, est-ce que ce sujet peut plaire au plus grand nombre? Et après, on parlera du titre, après on parle de la miniature. Mais pour moi, une bonne vidéo, c'est déjà un bon sujet qui intéresse le plus de monde possible. Si vous trouvez un sujet qui vous intéresse vous, mais qui va intéresser 10 personnes, on aura beau avoir un bon titre, une bonne miniature, ça intéressera peut-être 12 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non mais t'as raison. J'étais parti déjà dans la vidéo. Voilà. Mais effectivement, le choix du sujet est déjà primordial. Et ça fait partie d'ailleurs des 3 critères qui vont décider du taux de clic de votre miniature. C'est le titre, la miniature et le choix du sujet. Exactement. Et le choix du sujet, effectivement, il est à mettre en premier. Alors peut-être un petit conseil qu'on peut vous donner, que nous on applique pour tous nos clients et pour nous-mêmes, c'est de systématiquement faire x5 ou x10. Alors je m'explique. Pour pouvoir choisir un sujet de vidéo, vous en écrivez 5 ou 10. Ouais. Et une fois que vous les avez écrits devant vous, vous allez vous mettre forcément dans la posture de « Ok, si j'étais quelqu'un de mon audience, qu'est-ce qui m'intéresserait le plus ?» Donc vous n'êtes plus dans la posture de quoi j'ai envie de parler, mais plutôt qu'est-ce qui m'intéresserait si j'étais dans mon audience. Et souvent, quand vous les avez sous les yeux, c'est assez évident de se dire « Ah non, mais ce sujet a plus de potentiel que celui-là, celui-là et celui-là. » Et après, vous referez la même chose à chaque étape. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi votre sujet, quel angle on va donner à notre vidéo? Qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur qui va intéresser les gens et qu'est-ce que je vais proposer de différent? Vous en écrivez 4 ou 5, vous en choisissez un. Sur les titres, vous en écrivez 5 ou 10, vous en choisissez un. Et si vous procédez comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Ouais. Et alors, pareil, pour préciser un petit peu sur le sujet, c'est vrai que moi, j'aime bien à chaque fois, quand je cherche des sujets, me poser la question, qu'est-ce que je veux partager à mon audience avec cette vidéo? Qu'est-ce que je veux lui apprendre? Peut-être quelles émotions j'ai envie qu'elle ressente, ou pour le dire d'une autre façon, c'est quoi l'histoire de cette vidéo? Pour moi, une bonne vidéo, c'est on part d'un point A et on arrive à un point B, et souvent il y a des étapes. Hein, c'est comme un bon film, une bonne vidéo. Et c'est important de se poser la question. Et alors pour moi, la première étape, c'est bien connaître son audience, c'est de savoir est-ce que cette histoire peut plaire à mon audience et même peut plaire au plus grand nombre. Parce que on est les premiers à dire, n'essayez pas toujours de parler qu'à votre audience. Parce que sinon, ça va faire des vidéos trop communautaires. Ce que vous voulez pour développer votre chaîne YouTube, c'est parler à plein de monde et surtout des personnes qui ne vous connaissent pas. Pareil, ça pourrait être un des conseils qu'on donne. Partez toujours du principe que vous faites des vidéos pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, effectivement, première chose à faire, notez plein de sujets. Sylvain, il dit 5, 10. Si vous en écrivez 20 ou 30, c'est pareil. Vaut mieux avoir plein d'idées pour en choisir là ou 2, 3 bonnes, plutôt qu'en écrire que 2 et de se dire, bon, j'ai pas le choix, j'ai noté 2 idées, je vais partir sur ces 2 idées.
Donc, voilà. Première chose, première étape, trouver les bons sujets. Et pour trouver les bons sujets, vous devez explorer plein de pistes. Voilà. Deuxième J'en profite étape, d'ailleurs pour, vas-y. dire la chose à ne pas faire et qu'on est nombreux à faire, c'est de se dire je vais publier une vidéo par semaine Non. et attendre le dernier jour pour dire du coup il faut que je tourne une vidéo aujourd'hui, de quoi je vais parler, on va choisir, allez on va prendre ce sujet-là, puis c'est parti. Ça c'est la pire façon de procéder, donc on vous la conseille pas évidemment. Non, effectivement. Non, mais c'est dur, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup en tout cas sur YouTube, qui vont vous dire oui, faites une vidéo toutes les semaines, faites une vidéo tous les 2 jours. On sait très bien nous que déjà c'est difficilement tenable. Ça peut vous aider au départ, mais vous ne vous fixez pas trop un calendrier trop restreint, parce qu'il faut surtout. Ou alors posez-vous un moment, 1 heure en début de mois et écrivez tous les sujets qui vous passent par la tête. Faut Ouais. prendre ce temps pour définir les sujets qui vous intéressent. Et après, une fois que vous avez fait votre sélection, vous pouvez les placer. Celui à telle semaine, celui à telle semaine, celui à telle semaine. Mais vous le faites à l'avance et vous le faites de façon professionnelle et pas simplement au doigt mouillé à la dernière minute. Ok, donc une fois qu'on a le sujet de sa vidéo, qu'on a trouvé le bon sujet, qu'on sait où on veut amener le viewer du point A au point B, donc la deuxième étape, hein, c'est ce que tu as dit un petit peu, tu es rentré un petit peu dedans tout de suite là, frontal. La deuxième étape, c'est se dire, ok, maintenant que j'ai la bonne histoire, comment je fais en sorte que les gens cliquent dessus? Parce qu'encore une fois, c'est très bien de faire des très bonnes vidéos, si personne ne clique dessus, bah ça sert à rien, hein. On va pas. C'est très frustrant, hein, d'avoir du bon contenu et que personne clique dessus. Donc, comme tu disais, le titre et la miniature. Est-ce que tu as des conseils pour une miniature ou un titre? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On a plein de conseils. On a même des épisodes de podcast entièrement dédiés à ça. On va résumer aujourd'hui. Voilà, peut-être en note pour bien comprendre l'intérêt. Et pourquoi c'est spécifique à YouTube? C'est que YouTube, c'est le seul réseau social où la personne choisit ce qu'elle va regarder. C'est pas un feed qui vous balance des vidéos, c'est la personne qui clique dessus. Et donc ça, c'est très spécifique à YouTube. C'est pour ça que si vous avez l'habitude de faire des posts Instagram, de faire des posts LinkedIn, de faire ce genre de choses, réapprenez, parce que sur YouTube, ça se passe pas pareil. Sur YouTube, il faut donner envie aux gens de cliquer avant que la vidéo démarre, avant que la vidéo commence à être lue. Et donc, c'est un truc à apprendre en tout cas. Mais qui est hyper intéressant parce que du coup, les gens qui cliquent sont beaucoup plus engagés. Et c'est ça qui fait toute la magie de YouTube en fait finalement. Donc, savoir provoquer ce clic, c'est super important. Donc, il y a la question de l'angle que vous allez donner à votre vidéo. Ça, c'est super important, en particulier si vous êtes sur un sujet qui a déjà été abordé sur d'autres vidéos. Il faut absolument que vous ayez un angle qui soit différenciant. Vous preniez le problème par un autre côté, que vous créez un élément de curiosité qui fait que les gens se disent « Ah, on m'avait jamais posé la question sous cet angle-là, ou je m'étais jamais posé cette question. Maintenant, j'ai envie de cliquer pour savoir un peu la réponse. » Donc ça, c'est une première petite gymnastique et qu'on va souvent pouvoir intégrer dans le titre en particulier. C'est pour ça que je conseille souvent de trouver le titre d'abord. Et d'ailleurs, petit conseil pour tous ceux qui passent par une presta chez nous, en général, on leur donne un fichier dans lequel il y a une centaine de mécaniques de titres qui vont être autant d'angles possibles à donner à vos vidéos. C'est assez utile si vous savez pas trop par quel bout commencer. Donc ça, c'est une première chose, et inspirez-vous aussi de ce qui se fait un petit peu ailleurs sur YouTube. Bien sûr. Pour trouver votre angle, et ensuite donc faire en sorte que votre miniature et votre titre se parlent, se répondent. Donc moi, une petite phrase que j'aime bien dire, c'est qu'en général, le titre va poser le problème, va expliquer concrètement quel problème on va essayer de résoudre avec cette vidéo, et la miniature va montrer le résultat. La miniature, ça doit être visuel, et donc si vous donnez, 5 conseils pour faire x10 sur votre chiffre d'affaires, ne faites pas une miniature où vous faites 5. Parce que ça, c'est pas le résultat attendu de regarder cette vidéo. Le résultat attendu d'avoir regardé cette vidéo, c'est peut-être de faire 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. C'est peut-être je sais pas quel bénéfice vous voulez donner, mais il faut vous montriez le bénéfice que va retirer la personne qui va cliquer sur cette vidéo. Donc voilà, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Tu le sais très bien. On n'est pas toujours d'accord. On a chacun nos points de vue dessus. J'aime beaucoup ce que tu dis, hein. Le poser le problème et montrer le bénéfice ou montrer le résultat attendu. Après, pour moi, il y a d'autres techniques qui peuvent marcher, comme la miniature est là pour attirer l'attention, parce que souvent, on va d'abord voir l'image avant de voir le titre. Donc, j'aime bien aussi cette mécanique de me dire, la miniature, c'est vraiment pour que l'œil s'arrête dessus. Donc, avec un effet, avec de la couleur contrastée, un cercle rouge,
voilà toutes les techniques qui existent et qu'on vous a déjà données, et le titre va approfondir et va susciter la curiosité souvent, et on va vouloir aller plus loin. Donc en fait c'est ce double jeu, mais il y en a plein d'autres, hein, mais c'est juste pour vous faire comprendre que c'est très important d'avoir au moins une de ces deux mécaniques. Curiosité ou montrer un résultat qui intéresse, on en revient toujours au même, qui intéresse le viewer, hein, parce que si vous montrez des résultats qui n'intéressent personne, personne ne cliquera sur la miniature. Ok, donc voilà, on va le faire rapide, hein, comme on l'a dit, il y a d'autres épisodes où on en parle plus longuement. D'accord, donc on a le sujet, on a l'angle, on a réfléchi en tout cas à un titre qui donne envie, et on a réfléchi à une miniature, et le bénéfice d'avoir fait ça, normalement, c'est qu'on va pouvoir déjà imaginer l'intro de sa vidéo. Tu es bien d'accord avec moi? Et voilà, pourquoi l'intro ou l'accroche, les premières secondes en tout cas. Et ça, c'est hyper important niveau algorithme YouTube, parce que YouTube regarde combien de gens sont encore là après 30 secondes de vidéo. Et en fonction de ça, YouTube a déterminé si cette vidéo est intéressante ou trompeuse, ou voilà. Donc c'est en partie là-dessus que YouTube va se baser pour savoir s'ils peuvent recommander cette vidéo à beaucoup de gens ou l'enterrer le plus profond possible après quelques heures. Donc cette intro, elle est cruciale. Et l'erreur qu'on voit le plus dans l'intro en général, c'est que les personnes vont répéter ce qu'ils ont déjà dit dans le titre ou sur la miniature. D'ailleurs, juste au passage, ne réécrivez pas votre titre sur la miniature. Voilà, on l'avait déjà dit, mais c'est toujours bon de le répéter. Et donc, de la même manière, ne répétez pas votre titre au début de votre vidéo. Parce qu'en fait, en réalité, vous, quand vous commencez à tourner votre vidéo, vous avez l'impression que c'est le début de l'histoire entre vous et votre viewer, alors qu'en fait, le viewer, il a déjà commencé son histoire en lisant votre titre, en voyant la miniature et en cliquant dessus. Donc, c'est comme si vous étiez avec un pote et que vous disiez, tiens, ça t'intéresse, tiens, il y a pas très longtemps, j'ai lancé une blanchisserie et c'est super intéressant. On a trouvé des nouveaux process pour repasser le linge plus rapidement. Et la personne va te dire, ah ouais, ça m'intéresse, tu peux m'en dire plus? Et c'est là le début de votre vidéo. Oui, c'est ça. Donc, le début de votre vidéo, il arrive maintenant. Et donc, à ce moment-là, quand votre pote, il vous dit, tu peux en dire plus, vous n'allez pas dire, oui, alors je vais t'expliquer qu'est-ce qui est intéressant dans une blanchisserie et comment on va bien repasser le linge. La personne va dire, je sais, je viens de te demander de m'en dire plus. Donc voilà, commencez directement comme si, voilà, en ayant conscience de ce sur quoi les gens ont déjà cliqué, ce qu'ils attendent. Et vous allez commencer avec un truc impactant, pas trop long, pas à vous présenter. Commencez avec des chiffres, commencez avec des questions, commencez avec des choses qui vont donner envie aux gens de regarder la vidéo plus loin. Mais tu as très bien résumé. C'est ça, et c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, savoir écrire une bonne intro avec le titre et la miniature qui va ensemble, pour moi en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est la première chose que vous devez travailler quand vous commencez YouTube. C'est pas le script, c'est pas le montage, c'est pas la technique, on va en parler juste après, mais c'est vraiment essentiel de bien faire rentrer les gens dans votre vidéo. Parce que après, vous pourrez travailler le reste. Ces compétences-là arriveront plus tard. Mais si vous êtes un bon copywriter, c'est très bien, mais vous devez avoir cette compétence d'intro. Et effectivement, la vraie intro, c'est le titre et la miniature. Et le début, la première seconde de votre vidéo, on est déjà dedans. Le viewer, il veut aller plus loin. Donc voilà, ok. Moi, j'aime beaucoup. Après cette étape, et ça peut-être un petit débat, je sais pas si on l'a déjà eu celui-là, est-ce qu'il faut écrire toute sa vidéo ou pas, Sylvain? Ah ouais. Là, il y a plusieurs écoles, évidemment. Là, c'est un vrai ça dépend pour moi, parce que ça dépend de vous. À mon avis, ça dépend de vous. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un script, qui ont besoin de se reposer dessus. Il y a des personnes qui préfèrent, qui sont plus à l'aise en improvisant ou en ayant juste quelques bullet points et en blablatant dessus parce qu'ils sont à l'aise à l'oral. Il y a des personnes qui ont besoin d'un entre-deux. Donc c'est vraiment c'est variable et c'est des choses qu'il faut tester. Moi je vous conseille de tester un peu les 2-3 versions, voir ce qui marche le mieux pour vous. Parce que il faut le faire assez tôt en fait sur sa chaîne YouTube, parce qu'en fait après les gens vont vous connaître pour votre personnage. Donc si vous avez toujours fait du scripté en lisant un prompteur, ce sera comme ça que sera perçue votre personnalité. Et si un jour vous mettez à faire de l'improvisation, les gens vont dire c'est bizarre, c'est pas le même ton de voix, c'est pas le même vocabulaire que d'habitude. Et l'inverse c'est vrai aussi. Donc
c'est des choses à tester au début, je pense. Mais bah, c'est cette chose que je dis quand je fais des formations, que quand j'accompagne des personnes qui se lancent sur YouTube. Il n'y a pas de bonne manière. C'est juste une question après d'habitude. Et comme tu le dis aussi, il faut tester les trois. Moi, quand j'ai commencé mes toutes premières vidéos, j'écrivais tout, même des blagues. Même des blagues, j'écrivais vraiment tout. Après, j'ai testé le freestyle total. C'est-à-dire, ok, je sais de quoi je veux parler, je vais y aller. Et à la fin, j'en suis venu plus à faire de l'entre-deux. En gros, c'est plus du bullet point. C'est-à-dire que je sais exactement de quoi je vais parler, mais j'ai pas tout écrit, et au contraire, je laisse un petit peu d'improvisation. Pour donner quelques avantages et conseils sur est-ce qu'il faut écrire un script ou pas, je dirais que si vous écrivez un script, les premières fois, ça va sembler robotique parce que vous êtes en train de lire ce que vous avez écrit. Au tout départ, je l'ai souvent remarqué, vous avez écrit comme vous ne parlez pas, et ça va s'entendre. Il y a des expressions qu'on n'écrit pas, enfin qu'on ne dit pas, mais qu'on écrit. On a souvent une écriture un peu scolaire, alors qu'on a une façon de parler qui est différente. Mais ça s'apprend. Vous serez pas à l'aise les premières fois avec un prompteur. Donc c'est à tester. Par contre, une fois que vous avez décidé que c'était comme ça, il faut aller dans ce sens et progresser pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous d'utiliser un prompteur. Donc ça, c'est l'avantage du prompteur, c'est qu'on sait exactement quoi dire. L'inconvénient, c'est que au départ, c'est un peu robotique, et si on n'est pas bon dans l'écriture, c'est compliqué. Le freestyle, l'avantage, c'est que vous êtes vous-même. Parce que vous avez rien écrit, donc vous allez parler comme si vous parliez à un copain, et c'est plutôt sympa à écouter. L'inconvénient, c'est que ça peut partir dans tous les sens. Parce que vous avez pas noté les points, vous n'avez pas vraiment de fil rouge, et souvent quand on raconte une histoire, on va commencer à dire quelque chose, et après on va dévier. Ah oui, alors attends, je vous ai pas dit ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé de tourner 1 heure pour au final faire un montage de 10 minutes, et franchement, le montage, il est super compliqué parce que ça part dans tous les sens. L'entre-deux est plutôt pas mal pour quelqu'un qui a besoin quand même d'un fil rouge, de noter ses grandes étapes, les grandes idées, mais qui veut garder un petit peu ce côté authentique, au feeling. Voilà, donc c'est l'entre-deux. Il a les inconvénients et les avantages des deux autres. C'est-à-dire que ça peut être des fois trop scripté, des fois pas assez. Et voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire là-dessus. Je voudrais juste compléter quelque chose, Sylvain, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent comme ça. Pour ceux qui écrivent leur script, est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui commence YouTube, hein, ou en tout cas qui a déjà fait quelques vidéos, à déjà avoir l'idée à quoi va ressembler la vidéo, et de noter comment dire ce qu'on va voir à l'écran, parce que quand on fait de la vidéo comme nous face cam, souvent on intègre ce qu'on appelle du b-roll, des incrustations, des vidéos. Est-ce que toi tu conseilles de le faire et de noter à côté de son script ce qu'on va voir à l'écran? Oui, je pense que ça peut être une bonne idée. Si vous arrivez à vous projeter un petit peu comme ça et que vous avez une idée précise de la vidéo que vous voulez faire. Parce que souvent, du coup, ce que vous montrez, vous n'aurez pas besoin de le dire, ou vous le direz peut-être autrement, et ça évite la redondance, en fait. Ça évite de dire un truc, de remontrer la même chose ensuite et de récapituler le truc après, ce qui est jamais très très bon. Donc oui, c'est plutôt une bonne pratique si vous arrivez à l'apprendre. Après, ça dépend aussi de votre process, c'est-à-dire que si c'est vous qui montez la vidéo, c'est plus simple. Ouais. Si vous avez quelqu'un d'autre qui monte la vidéo pour vous, peut-être vous n'avez pas besoin de le faire à ce moment-là, ou alors ça peut être une petite direction que vous donnez au monteur. Sur l'entre-deux, j'ai un petit truc à rajouter. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et je pense que tu as méga résumé tout le truc. Quelque chose qu'on a parfois conseillé à certains clients qui étaient un peu trop dans leur script, et qui n'arrivaient pas à faire cet entre-deux. Parce que quand on parle d'un entre-deux, on parle d'un espèce de semi-script, c'est-à-dire j'ai une idée globale de ce que je veux dire dans cette phrase, mais je vais la dire avec mes mots, et ça, c'est pas facile pour tout le monde. Quelque chose qui peut bien fonctionner, parce qu'il faut mettre du naturel quand même dans vos vidéos, c'est de scripter certaines parties et d'avoir des parties totalement impro. C'est-à-dire que plutôt que de dire je vais faire toutes mes phrases qui seront des semi-impro, je vais faire des phrases totalement scriptées, et d'autres moments où je vais laisser la possibilité de parler naturellement. Typiquement, ça va être avec des illustrations. Donc, je vous parle d'un concept théorique, c'est scripté. Je vous donne un exemple, je vous raconte une histoire. Là, c'est pas scripté. Et ça peut être un mélange qui est plutôt sympa et qui passe assez bien et qui est assez facile à faire quand vous débutez. Effectivement. Bien. C'est bien ce petit point qui précise ma pensée. Parfait. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a scripté tout ça, j'imagine qu'on passe au tournage. Là, on va peut-être pas besoin de rentrer trop dans le détail.
Et après le tournage, il y a le montage. Donc le montage Alors, beaucoup plus simple. Ah, vas-y. non, T'avais alors d'autres je trucs voulais donner quelques conseils. Comme tu dis, une fois qu'on a écrit ou on sait de quoi on va parler, on a écrit le script ou pas, effectivement, il y a le tournage, mais je voudrais quand même qu'on donne quelques conseils, parce que des erreurs, on en a vu, on en a fait, et il y en a d'autres qui les feront. Tout simplement, je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on se filme tout seul, la pire des choses, et il y en a peut-être qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, c'est de pas tester avant le son et l'image. Non, mais ça te fait rigoler parce que Oui, tu c'est l'as vécu, c'est vécu. du Mais vécu, bien on l'a sûr, tous vécu. c'est du vécu. Mais je vous le dis pour ceux qui nous écoutent, c'est affreux de se dire, ça y est, j'ai fait 30 minutes, 40 minutes de tournage, hop, je regarde les fichiers et là, mince, le son est pas bon parce que c'était pas le bon son, mon canal, l'image est pas bonne. Et je vous dis, c'est affreux. C'est ça, vous Ouais. venez de perdre un temps fou et vous êtes démotivé pour le reste de la journée. Hein. Donc, pour moi, on n'est pas là pour donner des conseils de quelle caméra utiliser. Non, mais quelque chose de très important, faites toujours un test avant de vous lancer dans un tournage. Voilà. Et là aussi, créer des process, ça peut vous aider. Ouais. Moi, avant d'avoir ce setup-là qui marche tout seul, j'appuie sur un bouton, ça démarre. Je m'étais fait une petite page sur laquelle j'écrivais tous les paramètres de ma caméra, Ouais. l'emplacement de mes lumières, etc. On me mettait des scotch par terre, des trucs comme ça, parce que on n'a pas tous un studio, pas tous la chance d'avoir un studio comme ça. Et donc, notez l'emplacement, notez la puissance des lumières, notez la température de couleur sur votre caméra, notez tous les paramètres. Comme ça, peu importe ce que vous faites avec tout votre matériel, le jour où vous les filmez, plutôt que d'avoir besoin de réfléchir et de réinventer la roue, vous prenez votre guide. Ah, ok, je règle ça comme ça, je règle ça comme ça, et vous avez déjà éliminé 90% des problèmes. Vous faites un petit test. Allô, blabla, vous voyez si le son est pas Ouais, c'est ça. saturé. Vous réécoutez. Ok, c'est bon. Et là, on peut se lancer avec beaucoup plus de confiance. Parce que, ouais, je suis d'accord avec toi, le sentiment, il est horrible. C'est comme quand vous avez rédigé un énorme email et qu'à la fin, le truc, il plante. Ouais, Et c'est vous dites, ça. non, j'ai tout perdu, je dois tout recommencer. Ouais. Sauf que là, c'est encore pire parce qu'on est rincé après un tournage de Ouais. vidéo. Et donc là, vous êtes vidé de toute votre énergie, vous avez tout donné et vous écoutez le truc, vous dites, oh non, faut que je recommence. Et ça, c'est horrible. Alors là, tous vécu, on le retient après, mais voilà, essayez d'éviter de la faire. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire sur le tournage. On va pas aller plus loin, mais faites toujours des tests. Ok, dernière étape suivante, le montage. Alors pareil, on a déjà fait un épisode sur le montage. Quelques petites choses à dire, Sylvain, sur le montage? Pas spécialement, parce que ça va dépendre d'énormément de choses. Alors peut-être si revenir sur votre sujet de départ et l'angle que vous aviez donné, quand Mathieu vous parlait d'histoire, je prends un autre point de référence, c'est ce que m'avait expliqué Viviane de la chaîne Syllabus. Elle disait plutôt, c'est quoi l'élément que je veux que mon audience retienne après une Ouais. semaine? C'est-à-dire une semaine après avoir vu la vidéo, quand ils parlent de la vidéo, ils vont dire, ah oui, c'est la vidéo qui m'a appris ça, C'est qui m'a vrai. expliqué ça, un concept, un truc. Et donc au montage, notamment si vous avez beaucoup improvisé, vous devez vous forcer à éliminer tout ce qui ne va pas dans le sens de cette idée centrale et de la chose que vous voulez que les gens retiennent. Et vous verrez que vous allez gagner en clarté. Et il faut essayer de pas trop tomber amoureux de ce qu'on raconte. Parce que Ouais. parfois, on a tendance à un peu trop s'écouter et à se dire « Ah, mais ça, c'est important. Et puis ça, c'est quand même bien de le dire, on sait jamais. » Non, si vous avez ce point de référence de cette idée que vous voulez faire passer, si ça rentre pas dans les cases, vous virez. Et vous verrez, vous gagnerez pas mal en clarté. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est la seule chose que je voulais dire, parce qu'on va pas non plus rentrer dans la technique, c'est pas le but de cet épisode. Mais pour bien comprendre, normalement, même si vous avez scripté votre vidéo, vous devriez enlever, je pense, un tiers de la vidéo pour donner un peu de dynamisme et pour enlever tous les passages où on se répète. Voilà, comme tu le dis, ne soyez pas amoureux de votre contenu et n'essayez pas de tout mettre dans votre vidéo. Je sais, vous l'avez écrite peut-être, mais c'est pas pareil. Une fois, voilà, montez votre vidéo, posez-vous. Le conseil que je donnais à certains de mes clients, c'était aussi, alors quand ils faisaient le montage, parce que sinon c'est moi qui m'en occupais, et c'est ce que je faisais aussi, c'est qu'à un moment, une fois que j'avais fini de monter ma vidéo, j'enlevais j'enlevais la vidéo et je gardais l'audio, et je me lançais que l'audio pour voir si, rien qu'avec l'audio, c'était intéressant. C'est-à-dire que, est-ce que je m'ennuyais pas devant la vidéo? Ouais. Parce que, alors je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà pratiqué, mais souvent on va essayer de dynamiser la vidéo avec plein de b-roll, d'incrustations, pour camoufler, pour combler
les passages un peu chiants de la vidéo et le fait de pas avoir de visuel et de juste écouter avec son casque ce qu'on raconte, il y a des moments où on va se dire ouais non là faut vraiment que je l'enlève. Peu importe ce que je mets, c'est pas intéressant. Donc voilà, moi c'est le conseil que je pourrais vous donner si vous montez vos vidéos, et le conseil que je donnerais à des personnes qui ne montent pas leurs vidéos, qui ont délégué cette partie. Au départ, soyez très clair sur ce que vous voulez que votre monteur fasse. Voilà, vous avez une vision de la vidéo, le monteur en a une autre, c'est votre vidéo, donc soyez clair. Et souvent, au bout d'un moment, votre monteur connaît ce que vous aimez et va peut-être vous faire des propositions. Mais voilà, au départ, très important d'être assez directif, en tout cas, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Ouais, soyez votre premier auditeur. Réécoutez votre propre vidéo. Si elle vous semble longue, si elle vous semble un peu chiante, elle le sera d'autant plus pour les autres. Donc, essayez de l'écouter comme si voilà. Si vous étiez dedans, c'est pas toujours facile parce qu'on a un peu le nez dans le guidon. Et un point peut-être qui revient au montage, mais qui est aussi important à la partie écriture, c'est la notion de la durée de la vidéo. On l'a pas encore abordé, mais pour moi, à partir du moment où on a un titre, spécifiquement un titre, souvent, j'aime bien parler de notion de durée psychologique. C'est-à-dire que pour un certain titre, ça va être logique pour les gens d'associer ce titre à une durée de vidéo. Typiquement, la petite astuce qui va changer votre façon de travailler, on s'attend à une vidéo qui va durer entre 5, 8, 10 minutes maximum. Si c'est le guide complet pour développer votre boîte à 100 salariés, on s'attend à une vidéo d'1 heure. Donc, faites en sorte que ce titre, à l'écriture en tout cas, qu'il y ait suffisamment de contenu pour créer de la durée. Et au montage, vous devez gérer aussi ça. Soit en rabotant, soit en vous disant pendant le montage, zut, la vidéo, normalement, elle devrait durer 15-20 minutes, ce serait logique. J'ai que 10 minutes. Est-ce que je peux pas retourner quelques plans, donner des illustrations, des exemples? N'hésitez pas, au moment du montage, à retourner à nouveau des petits bouts pour pouvoir compléter un petit peu et avoir cette durée psychologique. Ok, non, j'aime bien ce point. C'est quelque chose que tu dis assez régulièrement et qu'on répétera encore. Donc c'est parfait. Ok, dernière étape. Ça y est, la vidéo est montée. Publication. Ouais, publication. Là aussi, on va pas rentrer dans tous les détails, tous les paramètres possibles et imaginables. On nous parle souvent de est-ce que la date de publication ou l'heure de publication a un impact sur le nombre de vues. YouTube nous dit non. C'est un peu plus complexe que ça en réalité, mais là, on va pas rentrer dans tous les détails parce qu'on pourrait faire un épisode entier là-dessus. Comment on publie? Alors si, peut-être le petit conseil qu'on peut vous donner, qu'on donne assez souvent aussi, c'est de ne pas relayer tout de suite sur vos réseaux sociaux. Attendez quelques jours avant de relayer sur les réseaux sociaux pour laisser le temps à YouTube de mettre la machine en marche. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont donner des conseils YouTube qui parlent de cette fameuse notion de vélocité, comme quoi par exemple YouTube serait sensible au nombre de vues par heure pendant les premières heures. C'est totalement bullshit. Enfin, en tout cas, on le constate jamais. Il y a des vidéos qui vont démarrer très lentement et qui ensuite vont très bien marcher. Il y a d'autres vidéos qui vont démarrer très fort. Et en fait, il faut garder en tête que pour YouTube, les sources de visionnage sont très importantes et que YouTube va décorréler les stats sur chaque source de visionnage. Donc, si je sors une vidéo qu'elle fait 15 vues sur YouTube et que j'ai 300 vues externes, YouTube va dire c'est bien, mais des gens qui viennent de l'extérieur, mais ça veut pas dire que la vidéo est bonne. Moi, quand je la me propose en page d'accueil, personne clique, personne regarde. Donc, ça n'aidera absolument pas la vidéo à être plus boostée. Donc, laissez YouTube travailler quelques jours et après, si vous voyez que la vidéo stagne un petit peu et qu'il n'y a plus tellement de vues, remettez un petit coup de boost sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les étapes que vous devez suivre pour faire une bonne vidéo YouTube. Alors, qu'elle soit bonne peut-être, mais en tout cas, c'est la bonne façon de créer des vidéos et plus vous tiendrez à cet ordre et plus ça sera simple aussi pour vous. Voilà. Bah parfait, hein. Encore, je prends tellement de plaisir à discuter de ça. J'adore. Donc voilà, il était bon celui-là, non? Cet épisode, j'ai l'impression qu'il y a des petites pépites dedans quand même. On se lance pas souvent des fleurs, mais celui-là, on était pas trop mal là. C'est notre podcast, on dit ce qu'on veut. Si vous êtes d'accord avec nous, dites-le nous en commentaire ou mettez-nous 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Voilà. Faites en sorte qu'on soit la première chaîne qui parle du vrai YouTube et pas du bullshit qu'on peut entendre sur d'autres réseaux. Voilà.
En tout cas, merci Sylvain. Pour nous retrouver, surtout sur LinkedIn et comme je l'ai dit, dans les commentaires. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'aime beaucoup pouvoir répondre aux questions et ça peut nous aider à avoir des idées, des bonnes idées pour créer un nouvel épisode de podcast. Donc, à vos commentaires. Totalement. À la prochaine. Allez, ciao. Ciao.